La France va-t-elle enfin rattraper son retard en matière de réutilisation des eaux usées? C'est le thème de notre débat avec Aurélie Collat. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes déléguée générale de la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau. Et puis avec nous en duplex, Willy Fortunato, qui est directeur général délégué d'UV Germi. Bonjour à vous aussi, merci d'avoir accepté notre invitation. On pose le décor, les entreprises de l'eau. Aurélie Collat, c'est quoi? Combien de salariés? Quel chiffre d'affaires global? Ça pèse combien dans notre économie? Alors, on a 5 entreprises de l'eau qui sont réunies dans la Fédération des entreprises de l'eau, qui aujourd'hui sont SOR, Suez, Veolia, Sogedo et Cefo, donc c'est à peu près un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros. Et ce sont des entreprises aujourd'hui qui comptent 28 000 salariés en France et qui couvrent à la fois le champ de la production et de la distribution d'eau potable pour 60% des Français et de 50% du service d'assainissement, du traitement des eaux usées, ce dont on va parler aujourd'hui pour la population française. Oui. Ces enjeux de réutilisation de l'eau, vous en parlez depuis longtemps, pouvoir public, parce que le premier constat, c'est le constat du retard français. Ça fait longtemps que vous essayez de sensibiliser en quelque sorte. Ou c'était pas forcément un enjeu, parce que comme tout le monde, on disait de toute façon de l'eau en France, on en aura toujours. Alors, je crois que la France, elle a besoin de la réhute aujourd'hui. Effectivement, on est à 1% en France, contre à peu près 8% en Italie ou 14% en Espagne. Oui, on pourrait parler d'Israël aussi, c'est encore beaucoup plus en Israël. Tout à fait, 400%. Oui. Au fond, ce sont des pays qui ont été confrontés plus tôt que nous à des phénomènes de sécheresse à répétition et qui se sont dit quelles sont les solutions qui sont sur la table. Et donc, ils ont eu recours à la redoute plus tôt que nous. Deuxième peut-être frein qu'on a pu observer et sur lequel on a alerté de longue date les pouvoirs publics, c'est le fait que jusqu'ici, les collectivités territoriales en France qui voulaient faire de la réhute, elles étaient confrontées à un véritable parcours du combattant, c'est-à-dire des délais extrêmement longs, 5 à 10 ans, et puis une fois qu'elles obtenaient les autorisations, au bout de très longtemps, de plusieurs années, eh bien, on leur donnait une autorisation uniquement pour 5 ans. C'était une expérimentation. Or, on sait que les investissements, ils doivent être lissés sur le temps long. Évidemment. Donc, ces verrous administratifs, il fallait les faire sauter. Alors, il y a eu effectivement un plan d'action du gouvernement qui a été annoncé. On va voir s'il est suffisant. On va essayer de le détailler, d'en parler. Mais Willy Fortunato, je me tourne vers vous. On va parler du UV Germi, mais peut-être faire un peu de pédagogie quand on parle des eaux usées, des eaux grises. C'est différent, c'est la même chose. Expliquez-nous un petit peu. Alors, vous avez raison, le champ lexical est important. Donc, les eaux usées, sensu stricto, ce sont les eaux qui sont regroupées au niveau des stations d'épuration, qui sont bien souvent des stations d'épuration communales. Donc, l'ensemble des eaux qui partent dans les égouts, qu'elles soient individuelles ou issues des industries, se retrouvent dans une station d'épuration. Et les stations d'épuration disposent, depuis leur création, de différents étages, principalement pour le traitement de la pollution physico-chimique. Donc ça, c'est ce qu'on parle généralement quand on parle d'eau usée. Quand on parle d'eau grise, c'est par exemple au sein d'un hôtel, quand on récupère les eaux des douches et des éviers sans l'eau provenant des toilettes. Donc il y a une différence à faire entre l'eau grise et les eaux usées. Et par exemple, je rentre dans le détail, pardon de vous interrompre, là, les eaux de pluie, ça rentre dans quelle catégorie? On est dans les eaux grises, c'est encore une autre catégorie? C'est encore une autre catégorie. Les eaux de pluie, c'est une catégorie différente des eaux grises et des eaux usées, avec des textes et des possibilités qui sont évidemment différents quand on parle d'eau de pluie, d'eau grise ou d'eau usée. D'accord. Bon, on voit un peu la complexité du secteur, on va dire ça comme ça. Je rentre un peu plus dans le détail. UV Germi, UV comme ultraviolet, c'est la technologie que vous utilisez pour traiter les eaux ? Tout à fait, ultraviolet, on reprend un phénomène naturel qui est émis par notre astre, qui est le Soleil, à une longueur d'onde précise, on l'amplifie, on le canalise et ça permet de faire de la dépollution et notamment de la dépollution biologique parce que les stations d'épuration majoritairement sont équipées pour traiter la pollution physique et chimique mais pas biologique sensu stricto. Et quand on parle de réutilisation des eaux, on comprend bien qu'il est important de maîtriser le risque biologique pour éviter le risque aux utilisateurs. Donc UV Germi, on met en place des solutions qui permettent de maîtriser le risque biologique quand on est sur de la réutilisation des eaux, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de désordre ou de risque biologique à leur réutilisation. Alors, on va rentrer dans le détail de ce plan. Le 30 août dernier, il y a eu le décret publié par le gouvernement. Donc ça y est, on commence à rentrer dans le dur, si j'ose dire, pour faciliter, simplifier la réutilisation des eaux usées. Aurélie Collat, qu'est-ce que ça va permettre de faire qu'on ne pouvait pas faire avant ou qu'on faisait beaucoup trop lentement avant ?
Oui, alors je crois que le message principal, c'est qu'on peut donner plusieurs vies à l'eau. C'est ce que vient de dire Monsieur Fortunato. Oui. Ce qui a changé d'abord, c'est qu'il y a eu une prise de conscience. Il y a eu la sécheresse de l'été 2022, il y a eu un avant et un après. Et au fond, les maires sont des gens pragmatiques. Ils sont face à une situation d'urgence et se demandent comment agir. Donc concrètement, la REUT, c'est une des solutions, à condition de lever les obstacles réglementaires pour permettre justement d'accélérer sur ces projets. Ça, c'est le premier point. Et puis, ce projet, il a été porté par le président de la République. Le plan eau, parmi les mesures, il y a notamment 1000 projets de REUT en 2030. Donc, pour ce faire, il faut évidemment mettre sur la table des solutions. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir le droit de faire demain qu'on ne pouvait pas faire jusqu'ici? C'était ma question. C'est le décret. Alors, il y a un cadre général qui vient d'être fixé. Ça va dans le bon sens. C'est une première étape. Ça consiste à accélérer les procédures qui vont être allégées, d'une part, et à lever ce fameux délai de 5 ans qui était compliqué pour que les porteurs de projets puissent lisser les investissements sur le temps long. Donc, on n'est plus dans le test. Enfin, en quelque sorte, c'est ce que j'entendais dans votre démonstration de tout à l'heure, quoi. Il y a en plus une sorte d'absurdité à se dire qu'il faut valider une solution alors que nos voisins le font depuis des décennies. Vous voyez Alors, ce que non je veux dire ? seulement nos voisins le font depuis des décennies, mais il faut savoir que le savoir-faire des entreprises françaises est précisément aujourd'hui au service des territoires français, parce que la REUT, c'est une innovation qui est portée par nos fleurons industriels français. On le fait de très longue date à l'étranger, en Namibie, à Singapour, en Israël. Parfois, on peut aller jusqu'à 100% de REUT. Je rappelle qu'on est à 1% aujourd'hui. On a 20 000 stations d'épuration en France, il y en a 20 qui en font aujourd'hui. Or, il y a un besoin. Je disais, les maires étaient en attente de solutions. Et ce que l'on a constaté, c'est qu'entre l'été 2022 et l'été 2023, on a à peu près 130 projets qui ont déjà été mis à l'étude. Donc ça signifie que les élus locaux se sont tournés vers les entreprises, nos entreprises, pour leur demander au fond comment est-ce qu'on peut faire. Mais alors on parlait du cadre réglementaire, c'est une première étape ce décret. En fait derrière, on est en France, il y a une règle par usage. Donc il va y avoir un arrêté pour les usages agricoles, il va y avoir un arrêté pour l'arrosage des espaces verts, il va y avoir un arrêté pour le nettoyage de la voirie, qui sont différents usages qu'on peut proposer pour la REUT. Donc nous on est évidemment attentifs à ce que ces arrêtés qui doivent sortir, ils aillent aussi dans le sens de la facilitation pour ne pas qu'on substitue un parcours du combattant à un autre parcours du combattant. J'entends Mais la chance que l'on a, c'est que ce sont nos entreprises qui ont déployé la REUT à l'étranger, donc ils sont évidemment en pôle position pour le déployer à l'échelle du territoire, puisque c'est une expertise qu'ils ont en propre. Donc on s'est fait, on l'a bien compris. Oui, Fortunato, à votre niveau, Uwe Germy, qu'est-ce que ça change ce décret, cette impulsion, on va dire, peut-être tardive, mais en tout cas cette impulsion gouvernementale? Alors tout d'abord, comme ça fait sens, ça permet de mettre en avant, d'aligner les intérêts vers une thématique qui tient à cœur de tout le monde, qui est l'eau. Donc là, on a soulevé le drap d'un millefeuille administratif et ça permet aujourd'hui de lancer, de s'inscrire dans la durée. Il y avait effectivement dans le précédent texte une limite à 5 ans qui contraignait les investissements. Personne ne peut porter des investissements lourds avec une période d'amortissement sur 5 ans. Donc comme ce verrou-là a sauté, ça ouvre les équipements plus ambitieux sur les stations d'épuration pour mettre en œuvre les solutions de réutilisation que nous maîtrisons. Parce que c'est là l'absurdité du système. On a déployé des solutions de réutilisation des eaux dans les autres pays et en France on n'a pas pu le faire à cause des verrous réglementaires. Donc actuellement on est en capacité sur les stations d'épuration d'aller plus loin sur les projets de réutilisation. Par contre dans ce décret-là il manque encore l'aspect individuel, résidentiel, qui n'est pas abordé et mis de côté, et également les entreprises de l'agro-industrie qui devront attendre de nouvelles réglementations. L'aspect individuel, on en dira un mot, mais sur les entreprises, parce que là vous nous parlez de stations d'épuration, mais il y a des entreprises qui ont pris à bras-le-corps le fait de justement avancer en matière de réutilisation d'eau usée, réutilisation d'eau usée traitée. Évidemment, vous avez des exemples, je crois Disneyland Paris par exemple. Bien sûr, on a une multitude d'entreprises qui se sont posé la question sur comment faire des circuits courts au sein de leurs utilisations de l'eau. Et quand on fait l'étude au cas par cas chez les industriels, l'eau potable ne répond pas à tous les usages. Donc les industriels se préoccupent de prendre en main leur avenir. On l'a vu avec l'énergie, on le voit avec l'eau. Il est important de prendre une partie de sa consommation et de mettre en place des circuits courts de la réutilisation au sein des entreprises. Donc Uwe Germy, on accompagne de nombreuses entreprises qui souhaitent faire des économies et de la réutilisation in situ de leurs eaux pour être également plus autonomes. Sur la partie, sur les particuliers,
vous et moi, c'est vrai qu'il y a des absurdités, de l'eau potable dans les toilettes, etc. Qu'est-ce qu'il faut pour accélérer sur ce secteur particulier? Est-ce qu'il faut des aides? Parce que j'imagine que pour des ménages, il faut faire quoi? Il faut faire un deuxième circuit. Enfin, je suis béotien en la matière, mais ça a un coût. Comment on pourrait accélérer sur ce point particulier, d'après vous, Nicolas? Alors, notre fédération ne couvre pas le champ de... Oui, mais je pense que c'est une question que vous devez vous poser. C'est une question qu'évidemment on se pose. D'abord, j'aurais juste peut-être une précision pour aller dans le sens de votre question. Vous savez, autrefois, concernant les eaux usées, il y avait ce qu'on appelait l'effet Burke. C'est-à-dire qu'on se disait, oh là là, les eaux usées, est-ce qu'on peut vraiment... Un frein psychologique. Voilà, quoi. Exactement. Ce frein-là, il a sauté aussi. On sait aujourd'hui qu'on a 70% des Français qui craignent de manquer d'eau sur leur territoire. Et quand on les interroge, le baromètre du Centre d'information sur l'eau indique qu'il y a 8 Français sur 10 aujourd'hui qui sont prêts à consommer des fruits et légumes issus de la Réhute. Bon, il n'y a pas d'effet Burke. Ouais. Et puis il y a 9 Français sur 10 qui veulent précisément pouvoir engager un changement au sein de leur espace domestique, de leur maison, de leur appartement, pour pouvoir utiliser de la Réhute. Donc il y a une adhésion sur le principe, mais en pratique, il faut évidemment qu'on adapte la situation à la situation de chaque logement, de chaque domicile. Donc, c'est des sujets qui sont travaillés, mais voilà, il y a quand même une petite étape à passer entre les services publics sur lesquels on a un vrai effet d'échelle. On peut économiser la Réhute aujourd'hui, si on est à 10%, on peut économiser à peu près 15 à 20% des besoins de l'agriculture en eau. Donc vous voyez, on est sur des effets volume, des effets d'échelle qui sont très importants. Mais bien évidemment, les usagers domestiques sont invités à progresser sur ce terrain-là. Et il y a une demande de leur part aussi. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. On passe à notre rubrique Start-up et on va continuer par les d'eau, si l'eau que l'on consomme améliorait notre santé.